Je voudrais parler ce soir de la nuit du 10 au 11 mai 2014. Je voudrais remettre en question un certain nombre de pratiques auxquelles la plupart d'entre nous, dans ce domaine du futur, n'échappent guère. Et puis dans un deuxième temps, je voudrais également aborder la question justement de savoir si l'astrologie est quelque chose qui doit nous conduire, nous guider, ou au contraire quelque chose qu'il faut fuir et dépasser. J'ai récemment écrit un article sur lequel je peux revenir qui s'appelle « Prévision et procrastination ». Vous savez que la procrastination, c'est le fait de remettre au lendemain, c'est du latin crasse. Et je soupçonne, parce que ça donne beaucoup de motivation des gens qui vont voir les voyants, les astrologues, les praticiens du futur, la communauté du futur, c'est ce que je l'appelle. Je soupçonne les clients de tous ces gens-là de chercher un prétexte en réalité pour ne pas agir immédiatement, pour ne pas réagir immédiatement. Ce qui correspond souvent à un manque de courage. On se trouve des excuses pour ne rien faire, pour attendre. Et j'aimerais bien que tous ces praticiens soient au moins conscients du risque que ça implique. Même par-delà la question de savoir si leurs prévisions sont justes ou pas, c'est une autre question. Mais la question c'est, est-ce que j'ai le droit d'inciter quelqu'un à ne pas faire les choses immédiatement, de ne pas s'occuper d'un problème qui se pose à lui immédiatement, en reportant au calendrier grec, ou en tout cas en reportant de plusieurs jours, de plusieurs semaines, des choses qui seraient peut-être préférables de mener tambour battant tant que le fer est chaud, au lieu de les laisser pourrir et se dessécher. Moi-même récemment, je me suis prêté à ce genre d'expérience en posant des questions à des voyants sur une certaine situation dans laquelle je me trouvais. Et finalement, avec le recul, je me suis aperçu que peut-être j'avais perdu beaucoup de temps. Que peut-être j'aurais dû intervenir plus tôt et réagir plus tôt. Et que peut-être j'ai demandé à des voyants de répondre à certaines questions, précisément parce que je savais que, par instinct, je dirais presque, par des formations professionnelles, il serait conduit à me donner des dates qui seraient nécessairement distantes, en tout cas tardives, en tout cas qui me laisseraient du temps pour me retourner, ou plutôt qui me laisserait un délai ou un sursis avant d'avoir à affronter directement certaines questions. Donc je pose cette question à nos amis voyants, astrologues, numérologues et autres, et notamment à ces gens comme les astrologues et numérologues qui donnent des dates, qui donnent des périodes. Je leur dis, est-ce que vous n'êtes pas instrumentalisés par des personnes qui savent très bien ce qu'elles veulent et qui savent qu'elles voudraient qu'on leur donne du temps et qu'on exclue en quelque sorte, qu'on leur donne un prétexte pour ne pas agir
pour ne pas affronter certaines réalités qui s'offrent, qui se bousculent devant eux. Question que je pose. Alors je passe maintenant à une autre question, tout aussi sensible. C'est la question que je dois aborder par certains biais dans de précédentes causeries, qui est la question de savoir si l'astrologie est une bonne ou une mauvaise chose. Façon de parler. J'entends par là, parce que récemment encore, j'ai interviewé une astrologue qui me disait, en reprenant un petit peu la pensée de Rudyard, que l'astrologie nous indique une norme, notre propre norme, celle que nous devons suivre en évacuant éventuellement des pratiques et des habitudes qui nous sont étrangères et que nous avons imprudemment adoptées. Dans ce cas-là, n'est pas du tout un repoussoir, c'est plutôt un modèle à suivre. Alors, ma position sur ce sujet est assez nuancée. Je vais l'exposer ainsi, telle que je la ressens aujourd'hui, ce soir, peut-être pas demain ni hier, à savoir que tout le système astrologique est un système contraignant, une sorte de surmoi, comme je dis dans un article, il y a une bonne dizaine d'années. Un surmoi, au-dessus de nous, et qui est une sorte de Big Brother, qui nous surveille, qui nous encadre, qui nous contrôle éventuellement. Et c'est ce que j'appelle la phase martienne du cycle de Tétras, qui maintenant, avec mes nouveaux aménagements, se déclenche lors de la conjonction de Saturne avec une des 4 étoiles fixes royales, soit les 7. Et donc 3 ans et demi après la conjonction, on passe à la phase vénusienne, qui est une phase d'éclipse de la phase martienne, et donc où l'on échappe plus ou moins au contrôle de Big Brother. On retrouve un peu la dialectique Pluton-Proserpine. Pluton avec la phase martienne et Proserpine-Cérès avec la phase vénusienne. Bon, je dis par ailleurs que vous pouvez également associer Vénus à Jupiter et Mars à Saturne, sur le plan symbolique. Alors, la phase vénusienne, en fin de compte, c'est pas vraiment une phase. La phase vénusienne, c'est une espèce d'absence du système. C'est le talon d'Achille du système. C'est-à-dire que il y a une certaine liberté de mouvement, de manœuvre en phase vénusienne. Alors que, en phase martienne, donc avec la phase qui est déclenchée par la conjonction, eh bien, tout est très cloisonné, tout est bien défini, chacun a son rôle, a sa place, a sa mission, on est encadré. D'ailleurs, les femmes y jouent un rôle majeur. On parlait d'un matriarcat, phase martienne. Parce que, comme vous le savez peut-être, j'associe Mars à la matière, pour rester dans le domaine des initiales du M. La matière. Et
Actuellement, nous sommes en 18 mois de la prochaine phase martienne, donc nous sommes encore assez confortablement en phase vénusienne, et cela se manifeste notamment par une certaine liberté que l'on prend avec les lois, avec les traités, avec les frontières, et un personnage comme Vladimir Poutine ne s'en prive pas. Il y a une certaine forme d'impunité en phase vénusienne. Moi je dis que la phase vénusienne correspond un peu à la tour de Babel en quelque sorte. La tour de Babel quand elle est construite, quand elle s'élève. Et la phase martienne, c'était un coup d'arrêt à la tour de Babel. On peut le voir comme ça dans la vie, dans la Genèse. Les hommes vont trop loin, trop haut, il faut les arrêter. Il faut les couper dans leur élan. Ça, c'est la phase martienne, et à ce moment-là, c'est le cloisonnement, c'est la multiplication des langues, c'est la diversité, avec tout ce qu'elle peut avoir en tant qu'obstacle pour la communication. Au contraire de la mondialisation. Donc, il est bon de détecter le mal martien. Il est bon de savoir à quel moment, pour reprendre l'expression de l'Apocalypse, à quel moment Satan, qui est Saturne, qui est Mars, il va être désenchaîné, il aura libre cours à son action à lui. Dans cette période-là, martienne, la créativité humaine, la capacité universelle de l'homme est considérablement restreinte, contrainte. Comme s'il y avait une sorte de punition, une sorte de chape de plomb qui retombe et qui fait que tout le monde doit agir à sa place, qui est prédéterminé, c'est le plein emploi, chacun a son petit rôle à jouer. Dans les temps modernes, c'est la taylorisation. Alors que la phase vénusienne, au contraire, c'est le retour à un état, je dirais presque rousseauiste de nature, où les hommes ne sont pas encore entravés, enclavés. Le récit de Pluton et Proserpine est tout à fait édifiant. Il montre bien en dehors des questions de date, mais il montre bien que le temps est divisé en deux déjà. Il y a un temps pour Pluton et un temps pour Cérès, et que Proserpine doit tantôt aller vivre auprès de Pluton et tantôt auprès de sa mère Cérès, Pluton étant son époux. Nous avons bien là une opposition qui est presque l'expression de l'astrologie, de l'astrocyclone, c'est-à-dire avec cette dialectique Vénus-Mars, qui est globalement la dialectique Cérès-Pluton, Cérès-Hadès. Le temps de Vénus est un temps où l'on se nourrit de choses qui sont fraîches, qui ne se conservent pas, alors que le temps de Mars est un temps des réfrigérateurs, des freezers, des conserves, des silos, des stockages. Et on retrouve là, quelque part, la parabole des 16 vaches grasses et des 16 vaches maigres du songe de Pharaon, qui correspond d'ailleurs à une périodicité de 7 ans. Et ce qu'elle est. Mais, je répète, cette astrologie-là, qui donne des durées de ce genre,
ne doit absolument pas nous faire oublier le présent. C'est ça le piège. Il ne doit pas servir à la procrastination. Il peut être utile de savoir globalement dans quelle période l'humanité se trouve, mais nous, en tant qu'individus, nous devons d'agir et d'affronter les problèmes qui sont les nôtres dans les meilleurs délais et sans attendre. Or, moi je pense que lorsqu'un client va voir un voyant, ou un astrologue, ou un numérologue, ou un tarologue même, il essaie de gagner du temps et il essaie de se trouver des bonnes raisons pour ne pas agir. Et ce n'est pas du tout innocent. Car on sait très bien que dans bien des cas, il faut être dans l'urgence. Que ce soit dans le domaine psychique ou dans le domaine physique, on ne laisse pas les choses pourrir. Et comme je disais tout à l'heure à propos de la nourriture, la vie réelle, elle se vit au quotidien. Elle ne se vit pas, elle n'est pas stockée pour plus tard. Elle n'est pas en hibernation. Et quelque part, je dirais que la grande tentation, justement, c'est bien le mot tentation, la grande tentation, c'est justement la tentation d'attendre. Je crois que l'être humain n'est pas fait pour attendre. La souffrance qu'il ressent, il faut y trouver un remède rapidement. Il ne faut pas laisser les choses se tasser, se dessécher. Voilà la leçon que je voulais donner ce soir et qui nous conduit à dire que l'astrologie telle que je l'ai redéfinie ne nous apparaît pas comme un modèle à suivre, comme un modèle qui s'impose à nous, même dans certaines mesures, c'est que nous aurions intérêt à nous rebeller contre ce modèle, qui est une espèce de carcan qui a été posé sur l'humanité pour la contrôler, pour la limiter, pour l'égarer dans la multiplicité, dans la diversité, des langues notamment, pour enrayer la communication et donc le pouvoir de l'humanité. Et en phase vénitienne, heureusement, il est possible enfin de ne plus cloisonner, de ne plus cultiver les choses, mais cela signifie aussi que c'est un petit peu la struggle for life. Je vais penser aux deux économies qui existaient à l'époque du bloc communiste, avant 89. Il y avait une économie de plein emploi où tout le monde était à peu près payé ou logé à l'Est. Et puis à l'Ouest, il y avait une économie de marché, une économie libérale, qui pouvait comporter des poches de chômage et qui était quelque part un espace de sélection, un espace sélectif, pour toutes sortes de raisons, qui avait pour objet de trouver les meilleurs éléments. Et la productivité était plus importante que le plein emploi. Il valait mieux une personne, à l'Ouest, il valait mieux une personne très capable, plutôt que d'employer 10 personnes qui n'étaient pas.
ça, c'est la dialectique entre Vénus et Mars. Vénus est la planète, enfin, on n'est pas en train de parler de planète ici, bien compris, et le dieu et la divinité qui correspond à une recherche d'unité, une recherche de centralité, et ça signifie un nombre d'acteurs très peu nombreux qui vont englober un ensemble global, un ensemble total. Donc on voit bien que quelque part, la phase vénusienne est plus une phase de droite, et la phase martienne une phase de gauche. Dans le gauche, c'est aussi la sinistre, La gauche est martienne, elle correspond effectivement à une problématique de répartition, de plein emploi, de division du travail, de nivellement par le bas, d'une certaine manière, d'égalité, et aussi de parité entre les hommes et les femmes, tout ça est tout à fait dans le programme de la gauche. Et ce qu'on reproche à Hollande, c'est justement de faire des prévisions. On lui reproche de dire qu'à tel moment, dans tant de temps, il y aura tel résultat, tel pourcentage, voilà, tel chiffre. Et en phase vénusienne, ce n'est pas très heureux de faire ce genre d'exercice. Les gens préfèrent avoir affaire à des leaders en qui ils ont confiance, dont on sait qu'ils feront pour le mieux, qui prendront les bonnes initiatives, mais on ne leur demande pas pour autant de chiffrer leur action et d'en dater les effets. Ça, c'est plutôt les leaders de gauche qui sont susceptibles d'avoir ce genre de contraintes. Vous voyez bien que le rapport au temps, le fait d'annoncer des choses, n'a pas que des effets positifs. Il peut énerver, il peut créer des situations d'échec, pour les programmes, tout ce qui est programmation, on dit voilà, nous ferons ceci, nous ferons cela, tout ce qui est projection vers le futur n'a pas que des effets favorables. Outre la question de la procrastination, qui effectivement laisse entendre, c'était déjà un peu le cas à l'époque des communistes et des plans quinquennaux, que dans tant d'années les choses vont s'arranger et que dans tant d'années on aura atteint tel et tel objectif et tel résultat. On sait à ce propos à quel point dans les années 1960 beaucoup de chercheurs prophétisaient que l'URSS allait atteindre, voire dépasser les États-Unis en termes de PIB, en termes de richesse collective, etc. Et André Barbeau avait cru bon à l'époque, au début des années 60, de monter sur ce cheval, qui semblait être d'ailleurs assez solide. Maurice Desvergers, par exemple, que j'ai eu comme professeur, croyait à ce rattrapage économique de l'URSS par rapport aux États-Unis. Et d'ailleurs, on était à l'époque du Spoutnik en 61, Gagarine, et donc c'était
très prometteur pour l'URSS qui avait pris l'avance sur les États-Unis au niveau spatial. Et il avait donc annoncé, André Barbeau, dans son livre notamment La crise mondiale de 1965, chez Alain Michel, que très prochainement, donc, il le prouvait évidemment par l'astrologie. En réalité, il y avait d'autres gens qui l'annonçaient aussi sans l'astrologie. Et donc ça nous pose une question aussi, c'est-à-dire que les astrologues, je crois très malins de récupérer ou de recycler des prévisions qui sont faites par d'autres chercheurs dans ce domaine et de les valider par l'astrologie. Malheureusement, dans ce cas précis, on a été très loin du compte. Et il est parfois dangereux pour l'astrologie de s'appuyer sur les travaux d'autres disciplines. Il est préférable, et ça c'est très vénusien, il est préférable que l'astrologue soit un expert dans plusieurs disciplines et sache lui-même directement de quoi il parle, plutôt que de récupérer des propos tenus par les historiens ou les sociologues ou les économistes et qu'il prendrait pour argent comptant. Parce que quand on connaît bien un sujet, on a des doutes et on est moins affirmatif. Par contre, quand on ne connaît pas un sujet, on part du principe que les gens qui traitent de ce sujet savent de quoi ils parlent. Et c'est pour ça que j'encourage beaucoup les astrologues à investir d'autres domaines que leur domaine propre, mais ne pas se contenter comme ça d'une vague culture de surface, mais d'être eux-mêmes des chercheurs dans ces domaines, et de se faire respecter dans ces domaines. L'astrologie ne sera respectée que lorsque des gens qui viennent de l'astrologie auront fait la preuve dans d'autres domaines que l'astrologie. Et grâce à l'astrologie, éventuellement, d'ailleurs.